Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette séquence qui sera consacrée aux fuites de données, enfin la gestion de crise en cas de fuite de données, plus précisément, fuite de données 24 heures chrono. C'est la mission, la réponse, la solution à laquelle on va essayer de trouver des réponses aujourd'hui. Et on va en discuter avec nos 4 intervenants d'aujourd'hui. Diane Degrève, vous êtes responsable de la gestion de crise cyber chez Devoteam. Pierre-François Guglielmi, vous êtes directeur technique de terrain chez Rubrik. Julien Yvon, directeur principal sécurité de l'information chez Desjardins. Et Christophe Vivant, ingénieur en cybersécurité et réponse aux incidents de la CNIL. Merci à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui pour cette discussion qui, je ne doute pas, sera pleine d'enrichissement pour tout le monde ici. Alors, en termes de fuite de données, certains éditeurs estiment en France à plus de 5000 en 2021 le nombre de fuites de données identifiées. Quand on voit les conséquences que ça peut avoir en termes opérationnels, financiers, mais également réputationnels, c'est un chiffre qui est assez inquiétant. Vous nous en reparlerez évidemment, Christophe. Mais quand on fait face à ce type de crise, comment faut-il réagir? Dans quel délai? Donc comment et avec quels moyens? C'est ce dont on va essayer de discuter aujourd'hui. Donc peut-être, Christophe, revenir un petit peu sur ces chiffres. Il semble y avoir un gap entre ce que les éditeurs peuvent remonter et ce que on vous remonte ou les sociétés vous remontent de leur côté. Comment on explique ces réticences à signaler des fuites de données et comment on fait pour encourager les entreprises à notifier? Alors effectivement, les chiffres qui nous sont remontés sont autour de 4000 par an, ce qui n'est pas énorme quand on compare surtout à nos homologues européens qui ont aussi des obligations de remontée. Je pense qu'il y a deux raisons principales qui font qu'il y a des remontées qui ne se font pas forcément. La première, c'est malheureusement, malgré l'entrée en vigueur du RGPD depuis 2018, il y a toujours une méconnaissance de cette obligation. Donc certaines personnes ne le savent pas. D'ailleurs, on voit très bien que dans les secteurs qui nous remontent le plus, c'est notamment l'administration publique. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus ciblés ou moins bons que les autres. En revanche, ça veut aussi dire que c'est eux qui sont parfois le plus au courant. Et une des raisons, c'est qu'ils ont un DPO. C'est une obligation au sein de l'administration d'avoir un DPO. Donc parfois, pour que cette obligation soit connue, désigner un DPO interne ou externe, c'est une bonne solution. Et puis la deuxième, c'est également le fait d'avoir une crainte qu'une remontée de violation puisse entraîner contrôle, voire une sanction de la part d'organismes comme la CNIL. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'oublier. Si vous regardez les chiffres sur le nombre de violations, sur le nombre de contrôles qui sont faits, sur le nombre de sanctions, il n'y a aucune corrélation et c'est très très rare qu'après une violation, on aille embêter quelqu'un. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'accompagner. L'idée, c'est de faire en sorte qu'après la violation, le niveau de sécurité soit au-dessus de celui qu'il y avait avant et dans le but de ne pas avoir de nouvelles violations et puis d'en faire profiter aussi tous les autres sur qu'est-ce qui s'est passé pour que toute la communauté puisse en profiter. Donc il ne faut pas forcément avoir peur de la sanction. Il est plus important de notifier finalement. Tout à fait, parce que l'idée, c'est encore une fois de recevoir l'aide que ce soit de la Commission ou d'autres acteurs, bien entendu. Je parle de la Commission, mais il y a d'autres textes européens ou d'autres, on va dire, législations qui obligent ces remontées d'informations. Et allô, allô? Ah, je vais parler plus fort. Alors c'est moi, pardon. Donc oui, il y a d'autres obligations, pas que le RGPD, bien entendu, mais oui, il ne faut pas avoir peur des organismes. On est là pour aider, on est là pour essayer d'apporter du conseil et pas uniquement d'apporter de la sanction. C'est pas du tout le but. Message entendu. Si je peux me permettre du coup de rebondir là-dessus, alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très très humain, qui est la peur de l'inconnu. Christophe a évoqué la peur de l'incertitude, notamment la méconnaissance aussi. Et c'est vrai que je pense que, et ça nous on le voit aussi beaucoup de notre côté, hein. Quand on n'est pas trop éduqué à ça, on ne sait pas si on doit le faire, on ne sait pas comment, pourquoi, dans quel délai, on hésite un peu. Et alors après, il y a aussi, par rapport à tout ce qui est RGPD, il y a aussi les sociétés américaines, hein, si elles ont des clients en Europe qui sont soumises aux mêmes conditions, qui sont du coup aussi beaucoup moins au fait de ce qu'il faut faire. Et donc, il y a la peur de la sanction. Mais par rapport à ça aussi, il y a finalement, est-ce que je dois le faire? Parce que si je le fais, mais que je n'ai pas de certitude que les données aient été exfiltrées, qu'est-ce que je risque derrière? Et si je fais ma notification et qu'en fait, il n'y a pas de données sensibles qui ont fuité, comment je fais pour retirer? Et ça, c'est compliqué aussi. Oui, je comprends. Il faut vraiment prendre la notification de violation comme vous amener au moment, à l'instant T, les informations que vous avez.
on a conscience qu'il y a parfois certaines situations où il faut du délai pour réussir à découvrir ce qui s'est passé. Donc toute la phase d'investigation, que s'est-il passé, quel est l'incident, combien de personnes sont concernées, quel volume de données, quelles données. L'idée, comme je dis souvent, c'est pas une déclaration d'impôt. Donc, ce n'est pas d'avoir le chiffre exact de vos revenus sans rien oublier. L'idée, c'est de dire ce que vous savez à l'instant T. Sachant que vous pouvez revenir vers nous de façon régulière, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, etc., pour nous dire finalement, j'ai découvert qu'il ne s'est rien passé. Et dans ce cas-là, merci, au revoir. Ou alors, non, finalement, c'est plus grave, ou finalement, c'était aussi sur ce périmètre-là. Et ensemble, on essaie d'avancer pour voir comment solutionner le problème. Il ne faut pas avoir peur de nous poser la question, hein, de venir nous voir, même si vous le souhaitez de façon sans dire quelle société ou ce qui s'est passé, mais juste poser la question pour essayer de voir quelle peut être la réponse. Et alors la notification, c'est donc une obligation, et les délais sont assez courts. Qu'en est-il en France sur les questions de délai ? Je vais parler encore une fois pour le RGPD, parce que vous avez bien entendu d'autres réglementations, tant européennes que, on va dire, directement nationales, qui obligent des notifications dans certaines conditions. Donc pour le RGPD, vous avez 72 heures pour faire une notification initiale, c'est-à-dire 72 heures à partir du moment où vous avez une certitude, plutôt une bonne certitude qu'il s'est passé un événement, qu'il s'est passé une violation. Donc là, 72 heures, c'est court, donc il ne faut pas hésiter à faire effectivement une notification, ce qu'on appelle initiale, donc c'est ce que vous savez à l'instant T, encore une fois, et ensuite, lorsqu'il y aura plus d'informations, qu'on aura pu retrouver qu'est-ce qui s'est réellement passé, revenir avec les compléments. Merci pour ces précisions. Christophe, peut-être Julien, donc vous êtes basé au Canada où les choses sont un petit peu différentes et c'est intéressant de pouvoir comparer, voir quelle approche on a des deux côtés de l'Atlantique. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'ampleur du phénomène ? Et puis, comment ça se passe pour les délais de notification, justement ? Il n'y a pas de fuite de données au Canada. On ne connaît pas ça. Donc on estime, selon le Centre de cybersécurité du Canada, 1/5 des entreprises ont vécu une attaque de cybersécurité, majoritairement des attaques de type rançongiciel, ransomware comme vous dites en français, ou des attaques en lien avec du vol de données. C'est la deuxième conséquence la plus populaire. Aussi, on estime que seulement 10% des incidents sont déclarés et connus. Donc ça donne une idée aussi du chiffre total de ce qu'on pourrait retrouver en termes d'impact ou d'ampleur du phénomène. Le cadre législatif a beaucoup changé suite au RGPD, mais aussi suite à certains incidents qu'on a eus au Canada. Donc la loi 25 est arrivée, ça a changé effectivement le volume de déclarations. On parlait de quelques centaines avant le cadre de la loi sur une année. Puis on attend encore les chiffres là, mais ça a nettement augmenté aussi avec la collaboration de plusieurs organisations publiques et privées autour de ça. Donc en termes de délai, c'est très très semblable au RGPD, là, donc effectivement les 72 heures avec la possibilité de revenir. On parle de tous les renseignements personnels à ce moment-là. Merci Julien. Effectivement, Christophe, vous disiez qu'en fait, selon le secteur d'activité, il n'y a pas que le RGPD qui s'applique et qui doit être notifié, c'est ça ? Tout à fait, parce que si vous êtes dans le secteur santé en France, il y a la loi santé qui impose certaines notifications dans certaines conditions en cas d'incident de sécurité grave. Vous avez la NIS 2, LPM, enfin ça c'est pour le NIS et NIS 2 qui va arriver, c'est plutôt pour des textes européens. Mais donc voilà, si vous êtes un hôpital qui est touché par une attaque, souvent il y a du RGPD parce qu'il y a la donnée personnelle, il y a de la loi santé et potentiellement si vous êtes un établissement, voilà, vous pouvez aussi avoir être OIV ou SE et donc être soumis à du NIS par exemple. Donc ça a fait une multitude de notifications à faire aux autorités pour qu'elles puissent, dans le fond, essayer de vous aider. Donc ça ajoute à la complexité de la notification qui est déjà pas aisée. Alors on parlait de 24 heures dans le titre de cette table ronde. Là on a 72 heures qui est un peu plus large, mais c'est quand même assez court. Notamment parce que pour pouvoir gérer une fuite de données, la notifier et y répondre, il faut pouvoir déterminer l'ampleur de la fuite et donc notamment identifier quelles sont les données sensibles. Pierre-François, ça peut vraiment être un vrai défi, un vrai enjeu pour les entreprises qui peuvent être touchées. Ouais, c'est loin d'être toujours facile de déterminer. Alors déjà, si réellement des données ont été exfiltrées ou pas, c'est quand même assez souvent compliqué d'avoir une certitude par rapport à ça. Donc, il faut plutôt à la limite partir des principes du zéro trust et se dire, on va supposer que quoi qu'il arrive, les données ont fuité. C'est un meilleur postulat de départ. Après, pour identifier ces données sensibles, il faut qu'elles aient été classifiées correctement.
Et là, évidemment, qu'il y a des solutions pour aider à ça, sauf que malheureusement, tout le monde n'est pas forcément équipé de la même manière et tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sur la classification des données. Donc évidemment, quand on a déjà des équipes en place, quand on a déjà des outils en place, que tout ça c'est bien fait, qu'on a les bons labels de classification sur les bonnes données, les bonnes applications, je souris parce que c'est pas toujours si évident que ça. Ça aide énormément. Mais encore faut-il, comme je le disais, avoir les compétences, donc les équipes qui ont du temps pour ça, qui ont potentiellement des outils, parce que sinon, si c'est fait manuellement, on prend du retard et on a des soucis. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a après, si je l'ai fait en amont, très bien, ça va m'aider. Mais concrètement, si j'ai subi un cyberincident, j'ai peut-être pas la totalité de mon SI qui a été touché. Après, comment je détermine, comment je fais la corrélation entre finalement ce qui a été touché, potentiellement exfiltré, et quelles données sensibles j'avais dedans. Donc il y a un certain nombre j'allais dire, d'inconnus dans l'équation, en tout cas de facteurs qui rendent la chose pas forcément toujours aussi facile que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tout ce qui est réponse et savoir faire face ou pouvoir faire face à un cyberincident, on parle souvent et beaucoup et de plus en plus, j'espère, de préparation. Je pense que la classification des données en amont et son suivi, c'est quelque chose qui, je pense, qui à l'avenir, pour ceux qui le font peut-être pas encore ou peut-être pas encore complètement, sur lequel il faut vraiment mettre l'accent parce que le jour où ça arrivera, ça vous aidera, quoi. Merci. Et Diane, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, l'importance de la classification des données. Notamment, il y a toute une partie des données auxquelles on pense moins, qui sont les données métiers. Alors, en réalité, c'est ça, parce que l'objectif, c'est pas uniquement de classifier des données pour les classifier. Voilà, concrètement, l'objectif, c'est d'identifier en clair ce qu'on va appeler les valeurs métiers, donc ce qui apporte une certaine valeur ajoutée à l'entreprise, que ce soit sa production ou autre, et en fonction de ça, du coup, de déterminer quelles sont les données, on va dire, qui vont être évidemment les plus impactantes pour l'entreprise, et les données qui vont être nécessaires en un sens à la survie de la production, à la survie à la production de l'entreprise. Donc concrètement, ça signifie qu'au niveau de chaque entreprise, on doit déterminer certes les métiers essentiels, alors certes des fois dans le cadre de la continuité d'activité &co, bien sûr, mais pas que, mais surtout déterminer en fonction de ça quelles vont être les données nécessaires pour que le métier puisse continuer de fonctionner en cas d'incident ou en cas d'exfiltration de données, corruption de données ou tout ce qu'on veut, tout y quantifie, et en clair, de déterminer aussi quelles vont être les applications côté informatique, donc les applications métiers, qui vont faire appel à ces données. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, la plupart du temps, que quand on est face à un incident, même si on a classifié correctement ces données, même si on sait globalement, je dis bien peu ou prou, où sont les données personnelles, etc., le plus compliqué, c'est de se dire, finalement, je pensais que j'avais que 3 applications, je donne un exemple, qui ne dépendaient que de telle et telle et telle donnée, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La plupart du temps, on se rend compte que la connaissance de l'utilisation des données est méconnue et mal identifiée en entreprise. Et de fait, ça nécessite une très très forte préparation en amont. Alors, ça doit se faire entre les équipes IT, bien sûr, qui ont une connaissance globale, autant que faire se peut, mais globale au moins des flux, de l'hébergement des données, etc. Et puis la partie métier, qui elle, du coup, la connaissance de son métier, de ce qu'elle produit. Et en fonction de ça, du coup, on va déterminer la valeur associée à la donnée. Et ça, malheureusement, c'est souvent peu suivi, c'est-à-dire qu'on va l'identifier au préalable. Globalement, vous allez peut-être avoir une mise à jour des BIA, des plans de continuité à l'année, et encore. Voilà. Et de fait, on a une perdition comme ça de l'information. Donc en cas de fuite, en cas d'exfiltration ou de corruption, souvent on se rend compte qu'on a beaucoup plus de métiers impactés que ce qu'on voudrait. Et en clair, l'entreprise perd de sa valeur. Et ça, peut-être pour réagir à ce niveau-là, puis pensez pas, puis j'ai rien contre les éditeurs de solutions dans tout ce qui est balayage ou classification, mais pensez pas que ça va pouvoir se faire de manière automatique aussi facilement. Il y a des données structurées, non structurées, des fichiers plats, des dépôts de données qui ne sont pas accessibles ou les solutions ne sont pas adaptées aussi. Travailler dans une industrie financière, on a des systèmes legacy aussi, où les balayeurs juste ne fonctionnent pas. Donc il y a aussi le besoin de faire de l'autodéclaration beaucoup avec les équipes pour comprendre, oui, les usages, les processus, le type de données, puis de la sensibilisation, parce que pour certains employés, c'est pas de la donnée sensible, ils lisent pas les textes de loi, ils comprennent pas
la notion de classification. Donc, il faut faire beaucoup de sensibilisation et de formation pour qu'on parle le même langage et que la prise de conscience soit faite. Donc, ça, c'est un des aspects que nous, on a beaucoup appris à travers l'exercice qu'on a mené. Merci. Vous vouliez... Oui, je voulais juste réagir parce qu'en fait, quand vous allez avoir une fuite de données, vous allez gérer une crise, mais en fait, vous allez gérer plusieurs crises. Vous allez avoir la crise, effectivement, pour ma continuité d'activité, vous allez avoir une crise sécuritaire, vous allez avoir une crise réglementaire, parce que les données sensibles de production ne sont pas forcément les mêmes que ce que la réglementation vous définit comme étant des données sensibles, alors à différents niveaux, hein, que ce soit du niveau protection de certains secrets ou même protection, pour ce qui me concerne plus directement, tout ce qui va être données personnelles. Donc, avec, vous devez gérer une multitude de sujets différents. Et pour ça, c'est important d'avoir les différentes équipes qui travaillent main dans la main. Les équipes métiers, les équipes sécurité, les équipes IT, les équipes des juristes également. Hein. Il faut des gens qui connaissent toute la réglementation pour pouvoir voir, oui, attention, pour notre entreprise, ça c'est dangereux. En revanche, il y a aussi cet aspect-là qui est dangereux d'un point de vue réglementaire parce qu'on a certaines obligations. Et donc, c'est vraiment la crise des poliformes. Donc, il faut réussir à travailler sur tous les aspects. Oui, tout à fait. On va revenir justement sur la gestion de crise en elle-même. Et justement, parce qu'on a bien vu que la classification des données, qui est un exercice donc assez compliqué, et c'est essentiel d'abord pour notifier, qui est une obligation légale, mais également pour ensuite mieux comprendre ce qui nous arrive et ensuite mieux gérer la crise. Et comment on fait justement pour accompagner les entreprises dans cette démarche de classification, d'identification, de préparation en fait en amont? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, là, notamment par Christophe, effectivement, le fait de faire interagir et communiquer différents interlocuteurs ensemble, c'est assez critique pour la suite, mais ce n'est pas toujours aussi facile que ce qu'on pourrait le penser. Et puis, pour en revenir à un point que j'ai évoqué tout à l'heure, au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes de classification des données, et pas que des données d'ailleurs, hein, pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Diane tout à l'heure, et reconnecter ça avec le métier. Dans un contexte où on a été cyberattaqué, il y a eu un cyberincident, il y a eu potentiellement une exfiltration de données, ce qui est compliqué aussi à faire, c'est justement ce lien, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est j'ai des données qui ont été touchées, peut-être que j'arrive à l'identifier. Si j'y arrive, comment je fais la corrélation entre ça et la classification de données que j'ai faite? Ça, c'est pas évident parce que du coup, dans mes notifications, ce que je dois notifier, c'est particulièrement ce qui a été touché, ce qui a été impacté. Donc, il faut que j'ai un moyen de faire cette corrélation entre ce qui a été particulièrement impacté et les données sensibles qu'il y avait dedans, de quel type, à quel endroit, en quelle quantité, etc. etc. Donc ça, c'est pas évident et c'est pas forcément en plus les mêmes outils ou les mêmes process et ça fait pas forcément non plus intervenir les mêmes équipes et les mêmes interlocuteurs. Donc effectivement, je reboucle quand même sur ce qu'a dit Christophe et je pense qu'en termes de préparation, d'établir un plan qui va permettre de faire communiquer et travailler les bons interlocuteurs ensemble dès le départ et pas after the fact, en bon français, ça me semble essentiel. Je me permets de rebondir aussi. Voilà, rebondissons. En clair, quand on va déterminer la partie gestion de crise, on se rend compte que souvent, les différentes entreprises veulent absolument mettre tout un tas de décideurs. Des décideurs pour gérer une crise et pour décider en cas de crise, pour simplifier, prendre des décisions. Alors, c'est fantastique, mais moi, je fais souvent la comparaison, on va dire, avec un incendie ou quoi que ce soit. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est concrètement les pompiers qui sont là pour éteindre les feux. Et les préfets, ils sont là, en effet, parfois pour décider, pour apporter, on va dire, un certain appui ou autre, etc. Pour coordonner au sens général du terme. Mais malgré tout, c'est les pompiers qui sont là. Donc, c'est exactement ça, ce besoin en termes de coordination entre, certes, on va dire, les décideurs, qui ont donc globalement les enjeux stratégiques, et la partie métier, et les opérationnels, concrètement, les techniciens, pour simplifier, et les infogérants, parce qu'on les oublie souvent, cela, c'est juste fondamental. Et concrètement, cette coordination et cette préparation en amont, non pas en impliquant uniquement le board et la direction de la communication, qui forcément va être intéressée par la problématique de la fuite de données, hein, ça on s'en doute tous, c'est évident. On va évidemment impliquer le DPO ou les juristes, ça c'est évident, mais ça veut dire également les équipes opérationnelles, la partie forensique, mais aussi, encore une fois, ces infogérants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, finalement, en bout de chaîne, ont la main et la visibilité sur ce qui se passe dans nos entreprises. Et en réalité, dans la préparation et dans l'organisation de la gestion de crise, il faut aller, on va dire, du board aux opérationnels.
Et en clair, quand on prévoit un plan de défense ou un plan de réponse, concrètement, c'est en effet d'anticiper toutes ces actions d'un point de vue, encore une fois, décisionnel, communication externe, institutionnelle et tout ce qu'on veut, mais également de voir comment on va interagir avec les infogérants, parce que ils ne sont pas forcément toujours préparés au process interne des entreprises. Et par ailleurs, cette classification, on peut dire ce qu'on veut, mais ils n'ont pas forcément de la visibilité dessus. En gros, eux, ils traitent les informations qu'on leur donne. Et souvent, on se rend compte que c'est là que le bât blesse. Quand on est face à une crise, c'est concrètement que la couche, excusez-moi, mais subalterne, va être juste complètement oubliée et omise dans le cadre de la préparation. Et donc ça, malheureusement, c'est un des points critiques à traiter en amont. Donc on voit qu'il faut une bonne préparation en amont et pendant, dans le feu de l'action, disons. Comment on gère la crise? Quels sont les bons réflexes à avoir? Quels les premiers réflexes, disons, à adopter? Christophe, on avait évoqué cette idée de bien endiguer et cloisonner pour permettre juste la continuité d'activité, en fait. Oui, c'est important de pouvoir continuer, que l'entreprise continue à tourner. Après, ça va dépendre effectivement du type d'attaque. Si c'est une attaque au one-shot ou quelqu'un vient, exfiltre, malheureusement, c'est fini. En revanche, ce qu'on voit beaucoup dans les chiffres aujourd'hui, ça va être des attaques par CryptoLocker, ou même sur une attaque, on va dire one-shot, si déjà il y a de la segmentation de réseau, si déjà on sépare les choses, ça permet au moins d'avoir un peu... Comme dans le Titanic, s'il y a un trou dans la coque, il y a plusieurs... je ne sais pas quel est le terme technique pour les bateaux sur ce système qui évite que le bateau coule. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est cloisonnant en amont. Comme ça, lorsque le problème arrive, il arrive quand même. Et l'idée, c'est d'essayer qu'il n'arrive pas, mais malheureusement, ça arrive. Mais au moins, il reste circonscrit à quelque chose de plus restreint que ce que ça aurait pu être si c'était tout ouvert et tout accessible directement depuis un seul réseau, par exemple. Et il y a aussi un enjeu de préserver les traces. Ah oui, alors, préserver les traces, c'est très important. Un incident de sécurité, ça peut se gérer en interne, ça peut se gérer avec ses prestataires qui sont là pour aider, ils sont nécessaires vraiment pour aider, pour gérer la crise. En revanche, il faut toujours porter plainte et il ne faut pas que, quand je dis porter plainte, je ne parle pas à la CNIL, mais porter plainte à la police et au parquet, notamment, et ne pas redémarrer trop vite et conserver les traces sur vos systèmes attaqués. Si la première idée, alors on va prendre l'exemple d'une petite entreprise parce que c'est beaucoup plus simple, mes serveurs sont chiffrés, moi j'ai des sauvegardes, et je vais dire vite, j'efface tout et je repars à zéro histoire de pouvoir continuer mon activité. En faisant ça, on perd des traces et les traces, c'est nécessaire pour pouvoir enquêter, et enquêter c'est important pour que ça n'arrive plus à vous et aux autres et pour essayer d'endiguer le phénomène. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important de gérer en interne, d'essayer de survivre et puis de faire en sorte que ces attaquants-là, lorsque ce sont des attaquants, ne puissent plus continuer à travailler, puisque c'est très organisé comme système. Malgré le fait qu'on ne le sache pas, il y a des procès, si vous suivez un peu, qui se font aussi bien en France qu'à l'étranger en Europe, sur des personnes qui se font arrêter suite à certaines attaques. Donc même si ça ne sort pas forcément sur BFM, ça arrive et les gens sont arrêtés. C'est quand même une bonne nouvelle. Et il faut aussi prévoir les cas où l'IT serait complètement down et qu'on ne pourrait plus opérer normalement. Oui, tout à fait. Dans la préparation à la crise, c'est important potentiellement de jouer des exercices pour savoir comment je réagis si il se passe quelque chose. Alors souvent, encore une fois, les rançongiciels, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On prévoit son plan de continuité d'activité, on prévoit tout ce qu'on va faire, mais sauf que tout ça, on le stocke normalement, en principe, pas au format papier. On le stocke sur des ordinateurs, c'est bien, il faut pas utiliser trop de papier, mais le jour où nos systèmes ne sont plus disponibles, ne serait-ce que trouver la liste des personnes à contacter. Si vous l'avez uniquement au format numérique, comment vous faites? Échanger des messages. Si vous n'avez pas prévu en amont de dire si jamais moi demain ça tombe, j'utilise une messagerie souveraine européenne parce que c'est toujours mieux pour pouvoir communiquer, comment vous faites? Ça va partir dans tous les sens et des informations en plus relativement sensibles vont partir sur des échanges mail que vous maîtrisez pas du tout parce que vous allez passer la plupart du temps par les systèmes que les utilisateurs emploient à titre personnel. Donc la préparation sur ce niveau-là, c'est très important. Merci Christophe. Julien, qu'est-ce qu'on attend des équipes justement de réponse à la crise dans ces premières heures qui sont cruciales? Je pense que ce qui est important aussi, ce qui s'est passé, juste pour mettre un peu en contexte, donc chez Desjardins, en 2019, on a connu une fuite importante de renseignements suite à l'exfiltration par un employé, donc une menace interne. Ce qui a été important et ce que les leçons apprises et en lien aussi avec d'autres incidents de sécurité qui se sont passés, c'est la préparation et l'accompagnement aussi par justement un prestataire expérimenté dans ce genre de pratique.
On est une institution financière. Oui, on a des grosses équipes de sécurité, mais on n'est pas des experts en réponse aux incidents. Donc, de se baser sur les meilleures pratiques, d'avoir accès à l'expertise de pointe technologique, mais aussi en communication légale ou encore en relation aussi avec les employés. Ça, c'est un aspect que souvent on néglige ou on voit peu. On pense beaucoup à l'aspect forensique, le côté très technique, le côté investigation, mais il y a des humains en arrière de ça. Il y a des employés qui sont impliqués, oui, au cœur de la gestion de crise, mais aussi qui lisent les nouvelles, comme tout le monde, et qui s'inquiètent pour leur job, s'inquiètent pour leur famille ou même leurs propres données qui peuvent être touchées par la crise. Ça, c'est un aspect qui est très important et qui est à non négliger. Donc, d'avoir une présence, d'avoir des messages clairs, simples, de passer les messages qui viennent de la haute direction jusqu'aux équipes opérationnelles, on en a parlé, mais aussi à l'ensemble des employés. Puis, tout l'aspect, ça peut être banal, mais qui a une grande importance, toute la logistique, parce qu'il y a des équipes qui vont être très impliquées, parfois pas mal sur un mode 24/7. Donc toute la prise en considération de ce qui se passe en dehors, donc garderie, service de repas, service d'hôtel, transport, juste pour que les employés puissent être le plus possible disponibles, dédiés et moins stressés par le reste de leur vie qui continue malgré l'incident qui est en cours. Donc ça, c'est un aspect que dans les apprentissages qui a été important là. Donc encore une fois, message clair, puis prendre en considération l'humain, rassurer et les accompagner dans cette phase-là. Ouais, parce qu'il y a aussi, on le voit sur l'aspect humain en particulier, c'est pas non plus forcément le premier aspect auquel on pensera en termes de préparation. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est hyper important. Donc il y a toute la continuité, donc s'assurer que les gens qui vont être sur le pont, on puisse s'en occuper, qu'ils aient tous les moyens nécessaires à pouvoir continuer à travailler. Il faut qu'ils se reposent aussi un petit peu. Et puis, il y a dans la même veine, il y a un aspect auquel on ne pense pas aussi forcément, c'est pas un réflexe, c'est l'aspect accompagnement psychologique. Quand il y a eu un cyberincident et que finalement toute l'activité informatique, tout l'USI est par terre et donc que l'activité s'arrête complètement, qu'il n'y a plus de revenus, qu'il n'y a plus rien qui rentre, il y a aussi des gens qui ne peuvent plus travailler. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'employés qu'il faut prévenir, en leur disant écoute, lundi matin, tu ne vas pas pouvoir travailler, ce n'est pas la peine de venir. Et en l'état, pour l'instant, je ne sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir recommencer à travailler, si tu vas pouvoir un jour. Et ça, c'est quand même compliqué à délivrer comme message, d'autant qu'on ne peut pas non plus délivrer toutes les informations. Il y a un certain niveau de confidentialité. Donc, tout l'aspect psychologique dans l'humain, c'est assez délicat et du coup, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête pour le préparer, impliquer les RH aussi et pas se retrouver devant le fait accompli, à pas savoir ce qu'on doit faire, quoi. Ça, c'est pas évident du tout. Il y a un autre aspect aussi qui est non négligeable, c'est la relation avec les clients. Vous avez une notion de confiance que vous devez maintenir et rétablir. Puis nous, c'était un des éléments, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ou rassurer nos clients. Comment on peut, si on avait des membres, comment on réagirait à leur place, etc. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est pour ça qu'il y a des services de protection rapidement qui ont été mis en place pour démontrer aussi qu'on prend à cœur la protection de leurs données puis de leur réputation, le temps aussi de faire les autres activités. Ça rejoint complètement, on va dire, cette partie préparation. Ce dont on se rend compte assez régulièrement, c'est que les directions de communication qui ont à cœur, on va dire, d'apporter une bonne image de leur entreprise, oublient de travailler avec les départements IT, et les départements IT oublient de travailler avec la DIRCOM en amont des crises et en amont des incidents majeurs, notamment quand on est face à une fuite de données. Et donc, du coup, toute la phase où on va devoir préparer les messages, des simples templates, vous savez, de messages, que ce soit de com interne, que ce soit sur de la communication externe à destination de journalistes ou de communication plutôt institutionnelle, en effet, à destination de ministères ou de régulateurs ou de tout ce qu'on veut, concrètement, tout ça, malheureusement, ce n'est pas préparé en amont. Et donc ça nécessite un travail de fond entre les directions de la communication et entre les départements IT. Et moi, je rajouterais une couche, c'est exactement ça sur le facteur humain, parce que quand on est, on va dire, en crise, concrètement, on peut être sur quasiment du 24/7. Et encore, comme on l'a dit, il y a la partie run à côté. Quand on a géré tout un tas de crises, on le sait très bien. En réalité, tous les gestionnaires de crise vous disent « oui, il n'y a pas de souci, tu es dédié à la crise, 24/7, etc. » Non, dans les faits, on a le run plus la crise.
Quoi qu'il se passe, à chaque fois, c'est ça. On a encore un tout petit peu de run qui reste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une salle de crise à 100% en 24/7 en réalité. On va être un petit peu moins. Et de fait, tout ce facteur-là, maintenant, vous avez de plus en plus de coachs au sein des cellules de crise, en effet, qui interviennent. Pourquoi? Parce que ce facteur psychologique, cette difficulté, on va dire qu'on peut avoir, que ce soit d'un point de vue décisionnel ou opérationnel, on va dire être dédié à 100% à ce temps de difficulté, est compliqué. Moi, je le rappelle à chaque fois, mais concrètement, une salle de crise, même si pas très joli de le dire, mais c'est pas une safe place. En clair, c'est des espaces où potentiellement les gens s'engueulent, pour simplifier, parce qu'on est face à une situation difficile. On est face à une situation où on doit prendre des décisions rapides, où on se rend compte que finalement, le SI tel qu'on le croyait, finalement, il n'est pas si sécurisé que ça. Les données, elles sont pas si bien classifiées. Et puis finalement, je caricature, mais Pascal, il a pas bien fait son travail depuis 6 mois. Et puis on se rend compte que l'infogérant, dans le contrat, finalement, ça se passait pas bien. Et de fait, ça amène à des situations de stress. Et donc du coup, ce facteur humain est assez compliqué. Et je parle même pas, en effet, de la partie com que j'ai mentionnée juste avant. Puis en tant que gestionnaire ou manager, comme vous dites en France, vous avez un rôle modèle aussi. Donc si vous gérez mal vos émotions ou si vous vous laissez emporter, ça va créer un climat très toxique assez rapidement, là. Donc n'oubliez jamais cette responsabilité que vous avez aussi de donner une vision, de calmer, de rassurer, puis d'ordonnancer les travaux, là. Ça, c'est une responsabilité et puis une imputabilité que vous avez en tant que gestionnaire dans la gestion de la crise. C'est non négligeable parce que ça peut créer, effectivement, on va chercher à blâmer, on va chercher des coupables. Donc, faut calmer, puis il faut structurer la démarche pour que ça soit efficace et non un procès en pleine crise. Et c'est vrai que, ouais, comme vous disiez tous, la communication c'est important, d'autant plus que malheureusement, parce que moi je suis un peu là parfois pour embêter, c'est que parfois les textes obligent la communication. Lorsque ce sont des données personnelles qui sont touchées, lorsque le risque est considéré comme élevé pour les personnes dont les données sont touchées, donc ça peut être aussi bien un employé que les clients, que des prestataires, des fournisseurs, que sais-je, là il y a une obligation d'informer les personnes et le texte dit quelles sont les informations qu'il faut donner. Donc ça, il faut le prévoir en amont aussi, que parfois on n'a pas le choix de faire de la communication, tant bien même, alors il y a certaines dérogations, mais on ne va pas rentrer dans des détails juridiques poussés, mais potentiellement, vous savez que vous allez devoir communiquer et gérer sa communication, c'est toujours important. Il faut toujours gérer la communication avant que quelqu'un la gère pour vous, d'autant plus lorsque ce sont des événements qui sont visibles de l'extérieur. Alors on voit bien effectivement tous ces critères auxquels on ne pense pas forcément en premier, que comme vous le disiez, le facteur humain, l'aspect de communication aussi. Et d'un point de vue, parce que c'est ce dont souvent on pense en premier, au point de vue technique, dans l'immédiat de la crise, comment est-ce qu'on fait pour essayer de retrouver, justement, remonter ces traces, retrouver les chemins d'attaque? Quelles sont les priorités en fait? Peut-être Julien ou Christophe? Il y a plusieurs tracks techniques qui peuvent être mis en place, hein, justement l'aspect forensique, la consultation des journaux aussi, puis d'aller chercher effectivement des évidences sur des postes de travail, sur des appareils ou sur des serveurs. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre est-ce que l'incident est un moyen pour les attaquants de créer du bruit pour une dispersion. Ça, c'est une des inquiétudes souvent qu'on voit là, c'est du rançon logiciel pour finalement mobiliser les équipes de sécurité ou de TI sur cet aspect-là pour faire une diversion, pour aller chercher d'autres buts. Donc, c'est aussi d'être vigilant sur les autres aspects. Donc, par exemple, quand un des éléments, c'est de regarder si au niveau de l'hameçonnage, est-ce que l'hameçonnage, ça évolue, est-ce qu'on voit d'autres types d'attaques, est-ce qu'en termes de DDoS, on voit d'autres éléments. Donc, c'est aussi d'activer davantage la vigilance sur les autres canaux, oui, sur le vecteur qui a été utilisé, le type de données, puis les systèmes visés, mais aussi plus largement pour être sûr de ne pas échapper aussi ces aspects-là. Tout ce qui est mouvements latéraux, tout ce qui est GIA, aussi, gestion des identités des accès. Donc de voir aussi s'il y a eu des comportements anormaux ou suspicieux qui peuvent être aussi corrélés par rapport à ça. C'est beaucoup d'informations et c'est ça aussi qui est en préparation. Je trouve que oui, la classification, les données, mais aussi nos systèmes de sécurité, comment l'information est corrélée, puis rapidement faire des requêtes. Ça, dans les exercices, c'est des éléments qu'on regarde de plus en plus là, pour pouvoir corréler plusieurs sources d'informations et pouvoir avoir une histoire qui se tient. Donc c'est beaucoup d'outils, beaucoup de technicité, mais l'essentiel, c'est d'avoir une vue globale et pas se limiter là où l'impact de l'incident a eu lieu. Christophe, vous souhaitiez compléter?
Oui, sur ce que disait Julien, c'est vrai que ce qui va être important, c'est d'avoir aussi ces traces, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire des dépôts de plainte, mais aussi soi-même pour pouvoir enquêter, savoir d'où ça vient, savoir ce qui s'est passé, avoir des traces intègres, parce que on ne peut pas avoir non plus forcément confiance en ce qu'on regarde. Donc il y a des systèmes qui existent, vous avez beaucoup de vendeurs ici qui vous proposent ça. Donc voilà, avoir les traces, les avoir intègres, savoir les exploiter, c'est pas le moment où l'incident arrive, qu'on découvre comment ça marche au fait, cet outil, on n'avait jamais testé. Donc on va revenir un peu sur la préparation, mais c'est aussi le fait de préparer l'incident et de préparer le fait que si jamais demain ça arrive, comment je fais pour réagir. C'est tout le but de l'exercice. Et puis oui, il faut effectivement faire attention que l'attaque soit bien ce qu'elle visait, parce qu'effectivement on voit parfois des attaques ou surtout des rançongiciels qui sont là pour couvrir finalement des traces. Une fois que j'ai fait ma vraie action, finalement je vais mettre énormément de bruit en déclenchant un rançongiciel. Quelque chose qui est important aussi suite à une crise ou pendant la gestion de crise, c'est aussi parfois, souvent, malheureusement, on peut penser à des attaques très très évoluées avec des 0D ou des gens très expérimentés qui viennent. Nous, de ce qu'on voit, alors on ne voit pas tout non plus, mais le vecteur d'attaque souvent est relativement simple. C'est quelqu'un qui fait une erreur en interne. Et on parlait tout à l'heure de l'humain. Il faut faire aussi très attention à cette personne ou ces personnes-là qui se sentent parfois un peu... je ne vais pas dire que c'est leur faute, mais ça vient un peu d'eux finalement. Donc il faut quand même pouvoir gérer aussi tout ça, le fait de qui sait, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et surtout pouvoir faire en sorte que pour que ça n'arrive pas, sensibilisation, formation, éducation, et puis surtout pas de stigmatisation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça c'est important aussi à gérer. Ouais, d'autant qu'effectivement, il y a quand même de plus en plus de cyberattaques qui passent par l'ingénierie sociale. Encore plus peut-être maintenant que par des vulnérabilités 0D ou ce genre de choses. Et c'est vrai que plus on mettra de moyens dans l'éducation, la prévention, l'accompagnement des utilisateurs, et mieux ça se passera de ce point de vue aussi. Ouais. Oui, puis ça c'est le point d'entrée, on va dire classique, puisque là c'est facile à la rigueur. Quand vous avez une attaque, vous identifiez que le point d'entrée, c'est une personne qui a fait une erreur, on forme les personnes, on essaye de voir, mais ça reste quand même un humain qui s'est trompé quelque part. Là où c'est aussi dangereux pendant la crise, c'est de vouloir redémarrer très vite pour pouvoir poursuivre son activité. C'est important de pouvoir le faire. En revanche, si vous redémarrez sur les mêmes bases et que c'était une vulnérabilité technique, vous allez avoir la même vulnérabilité. Donc si tous les jours vous passez dans une rue et que vous faites agresser, au bout de 3 jours, la personne va s'attendre à ce que vous reveniez avec toujours un portefeuille plein et que vous allez encore vous faire agresser au même endroit. Donc il faut réussir à trouver d'où ça vient pour pouvoir boucher le trou ou corriger pour que ça ne se reproduise plus. Alors c'est dur parce que je dis ça, mais il faut jouer entre la correction et la continuité d'activité, parce que si on ne continue pas, on arrête tout, on rentre chez soi et c'est fermé et tout le monde cherche un autre travail. Donc voilà, mais il faut doser entre les deux quand même, c'est important. Mais c'est une bonne discussion aussi avec les équipes des ressources humaines, parce que ce qu'il faut différencier de ce qui est de la négligence, de ce qui est de la malveillance aussi, puis c'est quoi les procédures en place, justement même pour documenter, dans le cas d'un licenciement ou autre, de voir c'est quoi les preuves qu'on a besoin aussi pour justifier la décision administrative qui peuvent être prises par rapport à un comportement, puis c'est quoi les attentes aussi qu'on a, à partir de combien d'incidents qui peuvent être de la maladresse, on considère que c'est de la négligence et donc qui justifie aussi des procédures au niveau des ressources humaines. Ça, c'est des discussions à avoir aussi en amont. C'est pas lorsque les événements se produisent qu'on doit inventer une recette ou une justification pour prendre des décisions. Donc ça, c'est des éléments aussi à couvrir et à appliquer dans la gestion de crise, parce que même si c'est un humain, que effectivement, ça reste le vecteur le plus courant, il y a, dans certains cas, c'est de la vraie malveillance. Puis c'est pas en disant tu feras mieux la prochaine fois qu'on va régler la solution. Je rebondis sur l'exemple qu'a donné tout à l'heure Julien sur son cas pratique qui est arrivé. C'est important aussi de penser à la malveillance interne. Alors on imagine souvent l'externe malveillant, l'interne également, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc ça, pour ceux qui apprécient les analyses de risque, vraiment dérouler quelles sont vos surfaces, quels sont vos biens essentiels et quelles sont vos menaces, pour essayer de voir. Il faut penser également à la personne interne qui a des accès légitimes, qui a l'autorisation d'être sur place et d'accéder au système, et de pouvoir mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates en fonction de la sensibilité des données, que ce soit des données personnelles ou des données business. Donc ça, c'est important à suivre également, et ne pas oublier que la menace peut venir de partout. Donc quand je dis de partout, ça veut dire également de l'interne. Et alors, il y a un autre sujet dont on parle souvent en termes de gestion de crise, c'est la cellule de crise. Comment on constitue une cellule de crise, comment on l'organise et quel est son objectif? Pierre-François, peut-être. Alors, ça c'est pas un sujet facile non plus. En plus de ça, toutes les entreprises ou toutes les organisations n'ont pas le même niveau de maturité sur la gestion des incidents de manière générale, sur la création et le fonctionnement d'une cellule de crise non plus, malheureusement. Idéalement, c'est quelque chose qui est déjà préétabli, donc on sait qui,
on sait pourquoi, on sait à quel moment, et en plus de ça, normalement, on se réunit régulièrement et on déroule un certain nombre de procédures et de tests, etc. Je dis idéalement parce que c'est pas toujours aussi simple que ça et c'est pas toujours fait et suivi aussi bien que ça. Maintenant, dans des cas de cyberincident, et je pense que là, pour le coup, l'exemple de Julien est hyper probant, et Christophe vient de le rappeler aussi, faut surtout pas oublier et négliger la menace interne. La preuve. Moi, j'ai un exemple en tête là d'un de nos clients, en l'occurrence, qui a subi une cyberattaque par ransomware, malheureusement, de manière assez classique. C'était il y a 2 ans à peu près, en février 2021. Et ils avaient leur cellule de crise qui était en place. Elle existait. Sauf qu'en fait, au moment où ça arrive, où ils s'en rendent compte, donc c'est un samedi matin, hein, comme c'est souvent le cas, ils voient que tout est par terre, qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de portail. Aussi, ils avaient aussi un site de e-commerce, bref. Et donc, ils pensent évidemment à déclencher la cellule de crise et à réunir les bonnes personnes. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se dit « Oui, mais alors attention, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. » Au moment où ils le découvrent, ils ne savent pas que c'est un ransomware encore. Et donc, ils ne peuvent pas écarter aucune des possibilités. Et l'une des possibilités, c'est que ça vienne de l'intérieur. Et donc, du coup, la cellule de crise, elle se transforme en cellule de confiance. Et là, c'est plus la même chose parce qu'on n'a plus, j'allais dire une bêtise, j'allais dire 45 interlocuteurs, c'est pas vrai, mais on n'est plus sur tous les interlocuteurs qu'on a normalement dans la cellule de crise. On se retrouve finalement avec peut-être un nombre de personnes qui se comptent sur les doigts de la main. D'abord parce qu'on doit s'assurer que ça ne vient pas de l'intérieur et donc que pour l'instant, on doit garder ça le plus confidentiel possible. Donc, c'est pas très évident, mais il faut pas négliger ces aspects-là, ça c'est sûr. Et le préparer, encore une fois, préparation. Et, merci. Et puis Diane, vous le disiez aussi tout à l'heure, mais il faut intégrer les différents métiers. Il faut aussi rester agile. Il y a certains process un peu rigides parfois qui peuvent un peu être un obstacle. Quel est l'enjeu ici? Oui. Oui, j'entends pas bien, donc je vais répéter les questions. Mais donc, quel est l'enjeu d'intégrer les métiers? D'accord. Alors, concrètement, c'est fondamental. C'est juste déjà pour, certes, assurer la partie continuité, mais pas que. On se rend compte assez régulièrement dans tous les process co établis de gestion de crise qu'on se fonde sur ce que moi, je vais appeler les matrices d'impact CM2. Vous savez, le vert, jaune, rouge, là, avec la partie probabilité, impact. Bon, en réalité, l'impact, ça ne se détermine pas en fond comme ça. L'impact, ça se détermine de façon un petit peu plus rédigée et écrite. Concrètement, identifier l'impact métier, ça se travaille. Ce n'est pas uniquement, en effet, une petite matrice comme ça qui permet de déterminer à quel niveau d'impact on est. Concrètement, c'est l'impact sur quoi? Est-ce que concrètement, j'ai un impact sur une quantité de données? Est-ce que j'ai un impact lié à une interruption? Est-ce que j'ai un impact sur mon entreprise lié, on va dire, à un manque de compétences pour pouvoir gérer la situation A, X ou Y, peu importe. Mais en réalité, du coup, ça va être ce travail amont qui va être nécessaire pour savoir à partir de quel moment, du coup, on va déclencher la crise et à partir de quel moment on implique tel ou tel métier, concrètement. Et donc, de fait, ça va permettre ensuite de déterminer les priorisations en termes de remédiation IT, mais également métier, de savoir ce qu'on doit déclencher après tout ou pas, parce que malheureusement, souvent, les plans de continuité, on va dire, n'envisagent pas tout, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que l'on pense, souvent, ils envisagent une petite partie, on va dire, des typologies d'impact, et en clair, malheureusement, on est souvent, on va dire, dans le fameux trou dans la raquette, voilà. Et en clair, la partie métier, elle est là pour ça, elle est là pour identifier les actions de remédiation prioritaires, et en parallèle de ça, assurer la partie, encore une fois, continuité de l'activité. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Peut-être, je ne sais pas si tous les quatre, vous aviez les erreurs les plus communes que vous voyez sur les clients ou les partenaires avec lesquels vous avez eu à gérer des crises. Quelles sont peut-être l'erreur la plus commune et quels pourraient être les moyens faciles d'y remédier finalement? Ok, je me lance. Moi, dans ce que je vois personnellement, de ce qu'on voit aussi nous en tant que fournisseurs de solutions, je dirais qu'il y a 2 choses principalement qu'on voit et qu'on entend encore et qui pour moi constituent des risques. La première, c'est que j'entends encore des entreprises, parfois des DSI, dire de toute façon, moi pour tout ce qui est cyberincident, tout va bien. On a investi
Parfois, c'est des DAF aussi. Depuis des années, dans des solutions de continuité d'activité, de PRA, etc. J'ai les solutions en place, j'ai les procédures en place, on fait des tests. Si un jour on se prend une cyberattaque, on a ce qu'il faut. Alors, sachant que sur le sujet particulier des PCA, PRA, ou PSI, PRI, si on se concentre sur la partie informatique, c'est pour le coup pas adapté aux cyberincidents et à élaborer un plan de réponse suite à un cyberincident. Ce pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques, ça ne se traite pas de la même manière. Donc ça pour moi, c'est effectivement un gros risque de partir de ce postulat de départ en disant bah, de toute façon je suis couvert parce que j'ai déjà investi là-dedans. Un cyberincident, ça ne se gère pas comme un désastre type une perte de salle ou une inondation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un risque. Et puis, si je dois essayer de déterminer ou de dire quelque chose sur comment on peut essayer de traiter le problème, déjà essayer d'éviter les idées reçues, et puis l'éducation, la sensibilisation. Il y a des gens qui font ça très 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 bien, qui font des ateliers de mise en situation, pourquoi pas parfois, qui permettent peut-être de faire une prise de conscience plus forte sur les enjeux, sur comment on les traite, sur ce qu'il faut faire, sur qui il faut impliquer. Mais en tout cas, très clairement, un cyberincident, ça ne se gère pas comme un désastre physique. Juste pour... ça vient complètement en complément de ce que tu dis, mais concrètement, moi, je vois 2 éléments majeurs à chaque fois quand on est face à une crise. Enfin, un peu plus même. La partie cyberassurance, concrètement, c'est tellement évident. Et oui, de fait, c'est pas parce qu'on a une assurance ou autre que de fait, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, qu'on est terriblement bien assuré. En réalité, non, c'est pas vrai. Parce que souvent, on lit pas les petites lignes. La deuxième chose, c'est même si on a une super préparation, des super procédures, etc., souvent, on se rend compte que les documents de 30 pages qui servent de procédure de crise sont de fait nécessaires dans tous les cas, à minima pour les audits, on le sait tous. Mais donc, ces fameux documents de 30 pages, vous savez, on a des belles organisations de crise. Et souvent, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le pompier et le préfet, c'est-à-dire que concrètement, on met des décideurs ou des coordinateurs de crise qui ont des épaulettes, donc qui ont des titres de directeur, responsable de manager et tout ce qu'on veut, mais malheureusement, qui émotionnellement ou en tout cas n'ont pas les épaules suffisantes. Et donc en clair, quand on est en crise, l'objectif c'est un petit peu d'outrepasser ça. Si on voit que ça ne marche pas, il faut arrêter de suivre les procédures qu'on a établies, même si on pense qu'elles sont fantastiques ou vendues par tout un tas de cabinets de conseil. Dieu sait que je fais partie d'un cabinet de conseil, pour autant. Mais en clair, dans ce cas-là, c'est sortir de ce modèle et on va dire rester pragmatique. Ça, c'est l'objectif. Donc la coordination, ça c'est juste fondamental. Et savoir concrètement se remettre en question, ne pas suivre bêtement et stupidement les procédures en pensant que seuls les décideurs ont cette capacité de décider ou quoi que ce soit. Et oui, alors je vais faire plaisir à Christophe, mais payer, ça sert à rien. Je suis désolée, mais à chaque fois qu'on intervient, nous, sur la partie ransomware, malheureusement, même si on vous dit ne payez pas, on a des personnes qui payent. Et à chaque fois, je suis désolé de dire ça, la plupart du temps, si ce n'est 99,9% des cas, ça n'a servi strictement à rien. Donc concrètement, ne payez pas. Et faites des dépôts de plainte, comme ça je te laisse rebondir. Moi, je suis d'accord avec mes camarades. Pour rebondir sur ce que disait Diane, voilà, la meilleure chose à faire quand il y a une crise, c'est aussi ce que j'appelle moi le bon sens paysan. C'est qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, on avance, on teste, et le but c'est de sortir de la situation qui est unique. Le plan il est générique, la situation est unique. Les militaires disent le meilleur des plans il ne résiste pas au premier contact avec l'ennemi. C'est exactement la même chose là. Il faut essayer de pouvoir s'adapter, être un peu agile également en gestion de crise. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la plupart des attaques, elles reviennent quand même par rapport à des vecteurs qui sont très simples. Malheureusement, ou tant mieux, je sais pas, peut-être tant mieux, je dirais, mais ça reste du phishing, ça reste du credential stuffing parce que tout le monde utilise le même mot de passe et que finalement, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, et on n'utilise pas de gestionnaire de mots de passe. Donc déjà réussir à identifier tout ça pour pouvoir se dire que la prochaine fois ça n'arrive pas, c'est quand même relativement important. Puis encore une fois, il faut rester vraiment agile. Oui, je pense que vous avez couvert pas mal les aspects, la culture d'apprentissage aussi. N'attendons pas la grande crise pour tester des procédures, tester des choses. Des incidents, il y en a à tous les jours. Si vous ne le savez pas, cherchez où est-ce qu'il y en a, parce qu'il y a probablement des incidents très régulièrement dans vos organisations. Puis justement de tester des choses, puis ça peut être un incident de sécurité. Il y a par exemple en ce moment une mini-crise du verglas au Québec, une grosse tempête. Donc c'est une question qu'on s'est posée, comment on rejoint
nos équipes rapidement avec des canaux qui ne sont pas en mode télétravail aussi. Donc, prenez chaque situation qui peut se présenter pour tester et ajuster et apprendre aussi à ce moment-là pour être prêt lors d'une crise majeure. Mais c'est clair que la préparation est clé et l'adaptation aussi en conséquence. Et on ne le fait pas pour un aspect réglementaire, même si c'est très important de tenir au courant nos autorités réglementaires, mais on le fait aussi pour les clients, pour les partenaires, pour protéger leurs données. Là, oui, il faut que la crédibilité, la réputation de l'organisation à travers ça soit rehaussée ou maintenue, mais avant tout, on le fait pour que les données des citoyennes et citoyennes soient protégées adéquatement. Je pense qu'il faut se le rappeler en tout temps, là. Ce n'est pas un aspect pour être conforme à la loi ou être le premier dans le marché. Il faut que ça soit plus grand que ça. Et oui, je rebondis sur ce que dit Julien. Le RITEC, c'est important aussi. C'est une fois que la première crise est passée, c'est justement toutes ces procédures qui sont trop longues ou qui ne sont pas forcément adaptées au cas d'usage. On a vécu la crise, on a vu ce qui marchait. C'est bien, on garde et on valide ce qui marche. Et ce qui ne marche pas, on met à jour, on essaie de faire mieux. Peut-être que ça ne marchera pas la fois d'après, parce que la plupart du temps, il y aura une fois d'après, malheureusement. Ou peut-être que ça marchera qu'à la troisième fois. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit mieux. On va essayer que ça arrive pas, mais si ça arrive, que ce soit mieux que la fois d'avant. Et comme disait Julien, ce qui est important, c'est qu'on traite des data, on traite des bits, on traite des zéros, on traite des 1, mais derrière, c'est des personnes, que ce soit des employés, des clients. Quand je gérais une crèche, c'est des enfants. Donc c'est important de faire en sorte que ces personnes-là soient protégées. Donc je te rejoins tout à fait sur ce point. Juste pour rebondir. On rebondit beaucoup. Un des points fondamentaux, malgré tout, pour prévenir des fuites de données ou autres, quand on construit tous les plans de sensibilisation, vous savez, les fameuses campagnes de phishing ou ce genre de choses, etc., ou même les petits jeux qu'on peut faire. Je ne parle pas des simulations ou les exercices de crise, je ne parle pas du tout de ça, mais vraiment tout ce qui est campagne plutôt de sensibilisation, donc plutôt des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs IT ou des utilisateurs classiques. Un des points importants, c'est d'embarquer ces métiers et ces utilisateurs dans la création de la campagne. Pourquoi ? Parce que ça, du coup, ils vont s'amuser à se piéger eux-mêmes. Et en réalité, embarquer à chaque fois des utilisateurs, ça permet de les sensibiliser en parallèle et de savoir aussi ce qu'eux attendent en termes de sensibilisation. Moi, c'est une des préconisations que je fais à chaque fois, c'est d'embarquer toujours des infogérants, parce que finalement, c'est eux qui, en bout de chaîne, ont ce besoin d'être intégrés sur les sujets, et également d'embarquer les utilisateurs sur cette partie organisation de la prévention, que ce soit encore une fois sur les messages passés lors des campagnes de phishing ou sur des petites campagnes de sensibilisation. Ça, c'est juste fondamental également. Et ça permet, on va dire, de générer un petit peu une sorte d'évangélisation interne. Pierre-François, est-ce que vous voulez rebondir ? Non, pas particulièrement. Je pense que on a couvert pas mal d'aspects différents. Hein. Oui, puis je crois que finalement, le message, c'est quand même que les 24 heures qui sont si importantes au début, elles se construisent des mois et des mois à l'avance. Oui, et effectivement. Et que donc on a vu, et finalement, le jour J, ça va tenir à l'agilité, à la bonne construction des rapports et des liens au sein de l'équipe. On a aussi parlé des enjeux de communication qui sont à la fois essentiels vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi de l'interne. Voilà, donc c'est en dessous de la gestion de la crise dans sa grande complexité. On a encore, je crois, quelques minutes s'il y a des questions. Bonjour, merci beaucoup, c'était très clair. Voilà, alors moi je suis DPO externe et j'ai un client qui a subi une attaque par ransomware. J'avais deux questions du coup. Il a fait sa notification initiale dans le délai de 24 heures. En revanche, il n'a pas encore fait sa notification complémentaire. Et du coup, je me demandais combien de temps il a pour la faire. Alors, il ne l'a pas encore faite parce qu'il est toujours en train de tenter de décrypter les données. Il n'a pas payé. Il est toujours en train de tenter de décrypter. Est-ce que s'il a fait dans 3, 4, 6 mois, parce qu'il aura seulement décrypté à ce moment-là, ça peut porter un problème vis-à-vis de la CNIL ? Enfin, parce que les textes, si on applique à la lettre, il faut faire notification initiale le plus rapidement possible et sous 72 heures complémentaire. Mais là, techniquement, ça n'aurait pas de sens de faire une notification complémentaire puisque finalement, la violation de données, elle n'est finalement pas terminée.
Oui, alors effectivement, le texte, il prévoit le début, il prévoit pas la fin. Techniquement, vous pouvez revenir vers nous à n'importe quel moment. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous dire on est toujours dessus et il y a pas de, on ne vous a pas oublié. Nous, on estime que si on a des retours sous 2 mois, on est content. Pourquoi? Parce que si le texte ne prévoit pas, il y a d'autres textes qui vont prévoir bientôt certains délais. Je pense notamment à Nice 2. Et donc, il a prévoit effectivement les. Alors, c'est pas les mêmes délais. Mais je crois que c'est 48 heures pour Nice 2 dans la première notification. Ensuite, 1 semaine pour un rapport préliminaire. Puis 2 mois pour un rapport définitif. Ce qui est court, 2 mois suivant les cas. Encore une fois, quand c'est une grosse attaque. Sur un hôpital ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faut plus de 2 mois. Donc, vous pourrez revenir vers nous au bout de 6 mois, effectivement, mais il ne faut pas hésiter entre-temps à nous dire voilà, vous nous envoyez un mail, la violation avec un S à la fin, @cnil.fr. D'accord, et dans tous les cas, il faut la faire. Par contre, on ne peut pas se contenter de faire une notification initiale. Parce que j'ai un peu peur qu'ils ne m'écoutent pas, en fait. Alors, il faut voir que quand vous faites une notification initiale, il n'y a aucune obligation à faire du complémentaire. Si jamais, au bout de 6 mois, vous n'avez aucune nouvelle information, ce qui en principe est assez bizarre dans un crypto-cœur, parce qu'en principe, dans les 72 heures, on ne sait pas grand-chose. Au bout de 6 mois, on sait un peu plus, d'autant plus que suivant le groupe ou la personne qui vous a attaqué, au bout d'un moment, les données elles sont disponibles. Donc ça arrive que parfois les gens attendent le moment où ils peuvent voir les données pour voir qui est réellement concerné. C'est pour ça que souvent l'information des personnes va être faite au début de façon généraliste, donc voie de presse ou sur Internet, que sais-je. Et ensuite, une fois qu'on a les données, on va pouvoir informer les personnes de façon individuelle. Là, il n'y a pas eu d'atteinte aux données, en fait. C'est vraiment l'entrée des serveurs qui a été cryptée. Ah oui, okay. Donc, il n'y a pas eu d'atteinte aux données. On a quand même notifié. Alors, là, le sujet, c'est la fuite. Donc, on était vraiment sur de la confidentialité, sur de la malveillance interne-externe. La violation de données est beaucoup plus large. C'est intégrité, disponibilité et confidentialité. Donc, effectivement, s'il y a un problème de disponibilité, c'est bien une violation. Donc, il faut... voilà. Donc, effectivement, ne se retrouvons pas sur Internet. Et potentiellement, il n'arrivera jamais à les déchiffrer. Je pense qu'il est toujours en train d'essayer. Mais Après, en théorie... Quand on a des traitements de données, enfin, je suis désolé pour ceux qui sont pas intéressés par le droit, mais quand on a des traitements de données à caractère personnel, on sait plus ou moins, on ne connaît pas forcément les personnes, mais on sait quelle typologie de données on a à l'intérieur de chacun des traitements. Donc on doit être capable de déterminer est-ce qu'on est sur du sensible, pas sensible, et voir plus ou moins ce qu'on a. Et ne serait-ce que cette information en prenant... Moi, dans le doute, je suis plutôt quelqu'un de pessimiste, donc je prends le volume maximal et je me dis que j'avais ces données-là. Ça me permet de dire, dans ma notification complémentaire, j'ai ce type de données et je prends mon volume maximal. D'accord, merci. Et juste, donc vous disiez, il ne faut pas payer la rançon. Donc évidemment, moi, c'est ce que je lui ai dit aussi, que de toute façon, ça ne servira à rien. Alors, parce que du coup, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'ils ne décryptent pas forcément les données. Du coup, Ça dépend vraiment du type d'attaque, du groupe de cybercriminels. Il y a des groupes de cybercriminels qui sont connus pour fournir les outils et les clés de déchiffrement. Même si ça peut arriver, il y a quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Même dans les cas où on est face à quelqu'un qui est en capacité de fournir les outils, il y a en moyenne dans ce genre de cas de figure, il faut réussir à l'accepter, 40% de perte de données quoi qu'il arrive. Et éthiquement, vous financez la cybercriminalité, donc c'est aussi un. Non, je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pour pouvoir appuyer l'argument si jamais à un moment donné le client il craque parce que lui il perd de l'argent tous les jours finalement. Il faut aussi se dire que le paiement des rançons, c'est ce qui représente la plus petite partie des revenus des cybercriminels. C'est pas là qu'ils font de l'argent. Là où ils font de l'argent, c'est dans la revente des données exfiltrées. Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu le temps encore pour une petite question. Bonjour, merci. Une question sur les coûts. Moi, je suis un financier. On dépense environ entre 4 et 5% de notre chiffre d'affaires au niveau de l'informatique. Qu'est-ce qu'on devrait consacrer comme budget pour la partie cybersécurité particulièrement? Le maximum. Non, sachant qu'on a des ressources finies quand même. C'est ça, au niveau des études et au niveau du Canada, c'est 10 à 15% du budget TI qui devrait être consacré à la sécurité. Ça, on est dans les entreprises qui sont leaders dans les pratiques de sécurité. Donc, ça donne un ordre d'idée là. Ça dépend du secteur, ça dépend de la réglementation, ça dépend aussi des risques, si une entreprise est particulièrement visée ou a un appétit des attaquants. Mais c'est un ordre d'idée, en dessous de 10%, on commence à être un peu sous-financé en termes de sécurité. C'est clair, merci.
Oui, je me permets juste d'ajouter une petite chose. En réalité, des fois, on se méprend sur plus je mets d'argent, mieux ça va aller. En réalité, ça va être la répartition que vous allez faire de votre budget. À savoir si vous allez vous focaliser sur des solutions techniques qui peuvent être de fait efficaces, mais surtout, on va dire, sur ce que moi je vais appeler l'humain. Alors, l'humain, c'est pas que de la prévention ou quoi que ce soit, c'est de la gestion des compétences. Souvent, on se rend compte qu'on va avoir, dans un exemple, un dispositif 24/7 de réponse à incident, mais derrière, on a des gens qui changent tous les 3 mois. Il y a une perdition de la connaissance qui est fondamentale. Ils partent pourquoi? Par exemple, parce que leur salaire, imaginons, n'est pas élevé, ou parce qu'ils ont une formation qui est caduque, peu importe. Hein. Mais en clair, à mon sens, le 60-40, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, est juste fondamental. Et notamment sur la gestion des compétences des personnes que vous avez vous en interne, et notamment, alors même si c'est pas de l'interne, encore une fois, la partie infogérant. Pourquoi? Parce que la partie infogérant change en permanence. Vous avez, on va dire, des rotations des équipes qui sont tellement énormes qu'en réalité, là, vous avez le plus grosse perte de connaissances. Et je parle même pas de la partie industrielle. La partie industrielle, on le sait tous, la perdition de la connaissance est juste terrible. Donc à mon sens, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire ça ne va pas forcément être sur le montant, ça va être plutôt sur le dispatch que vous allez en faire. Mais se focaliser sur les compétences et sur la formation, c'est juste fondamental. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos réflexions et vos suggestions, vos conseils, votre expertise. Bonne fin de salon à tous et à l'année prochaine, peut-être ici au même endroit. Bienvenue. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir à Montréal. Le FIC est à Montréal en octobre. Je serai là.